Un grand merci à Merita et à l'équipe et aux professeurs qui ont permis que je vous rencontre ici. Et je pense en effet que nous avons une très grande responsabilité d'échanger, d'analyser ensemble et de chercher à comprendre le monde dans lequel on vit et ce qu'on nous prépare, parce que ce qu'on nous prépare n'est pas joli et il est très important qu'on soit au courant, qu'on le comprenne, qu'on soit capable de l'expliquer et de communiquer là-dessus. Pour vous montrer de quoi il s'agit, je vais commencer par partager un petit peu de ma drogue avec vous. Aïe, il se dit, zut, on n'aurait pas dû l'inviter. La drogue, vous savez bien la définition, c'est un produit qu'on avale, qui crée une accoutumance et qui produit des hallucinations. La voici donc. On va regarder dans un journal pris au hasard, il se fait que c'est celui qui me gâche mon petit déjeuner tous les matins depuis X années, donc voilà. Et on va regarder les pages internationales et on va voir ce qu'on nous dit et ce qu'on ne nous dit pas. Dans les pages internationales, vous avez Astrid, la princesse, monte au front contre la malaria. Et elle va au Cambodge, et on est dans l'humanitaire, l'élite de la Belgique qui aide les pauvres Cambodgiens à lutter contre la malaria. C'est évidemment une très belle idée. Le problème, c'est que si les Cambodgiens et les Asiatiques et les Africains n'arrivent pas à se débarrasser de la malaria, une maladie qu'on pourrait aujourd'hui facilement non seulement guérir, mais prévenir et éliminer, c'est à cause de l'élite de pays comme la Belgique, qui empêche des pays africains, par exemple, d'avoir des programmes de santé et de prévention qui permettent d'éliminer ces maladies, d'avoir une économie qui permette aux gens de se nourrir correctement, et quand on est bien nourri, on peut résister aux maladies, et d'avoir des programmes d'éducation qui permettent aussi aux gens de comprendre ce qu'il faut faire pour avoir une bonne hygiène de vie. Et si ça n'est pas possible en Afrique, c'est parce que quand les représentants de notre élite vont en Afrique, c'est pour dire diminuez vos budgets santé, diminuez vos budgets éducation, diminuez les salaires des gens, privatisez vos entreprises et remboursez votre dette, qui est une dette crapuleuse qui a été imposée à ces gens pour les obliger à nous acheter plein de trucs. Donc, s'il y a encore la malaria aujourd'hui en Afrique, ce qui ne devrait vraiment plus exister depuis longtemps, c'est à cause du 1% qui dirige la Belgique. Et la princesse Astrid n'a pas choisi la famille dans laquelle elle vit, mais si elle veut se rendre utile, c'est ça qu'elle devrait, à mon avis, expliquer, plutôt que de faire semblant d'aller aider les pauvres Africains ou Asiatiques. Bien entendu, si elle fait ça, je ne sais pas si elle sera encore interviewée dans le soir, mais c'est un choix. Un autre article au-dessus, mais on va être bref, c'est Italie, pas d'alternative à une grande coalition. Le soir, prône une coalition soi-disant droite et gauche ensemble pour faire passer l'austérité de l'Europe. Le soir, menait la campagne avant pour M. Monti, qui a perdu les élections, et qui a appliqué le beau programme du néolibéralisme qui fait que maintenant, les Italiens vivent de plus en plus mal, sauf 1 ou 2%, et qu'ils sont dans le complet désarroi. Mais ça, on ne va pas mettre dans l'article. Plus de 100 morts en Irak, mais ça fait toujours partie des brèves. Et on ne va pas dire qui les tue et qui est responsable du drame en Irak, excusez-moi. Et on ne va pas dire que depuis que les États-Unis, dont nous sommes les alliés officiels, s'occupent de ce pays, tout va de plus en plus mal.
on était là, aller pour les aider et les sauver. Tout va de plus en plus mal, en ce sens que une personne sur 6 en Afrique est réfugiée, a quitté sa maison, sa ville, son pays. 3/4 des Irakiens ont assisté personnellement à une fusillade ou à un attentat. La torture officielle des États-Unis et les escadrons de la mort sévissent aux États-Unis. La moitié de la population vit dans des bidonvilles, la moitié. Après avoir détruit toute une série d'usines, d'écoles et d'hôpitaux, on se retrouve avec la situation que la moitié des enfants de 6 à 12 ans ne vont pas à l'école, alors qu'avant, le niveau de l'enseignement, c'était quasiment comme en Europe. On ne va pas nous dire non plus que 3 millions d'Irakiennes, de femmes irakiennes sont veuves, que seulement 8% d'entre elles touchent une pension, et que la solution qu'on propose aux autres, c'est soit la polygamie, soit la prostitution. Soi-disant les États-Unis qui allaient en Afghanistan, rappelez-vous, pour sauver les femmes afghanes. Donc, de ça, on ne parlera pas dans le soir. On va toujours présenter les États-Unis comme étant en train d'essayer d'aider les Irakiens ou de chercher la solution au problème, alors qu'ils ne sont pas la solution, ils sont le problème. Et ça ne peut pas être dans les médias. Et à la page suivante, on a notre beau ministre des Affaires étrangères qui reçoit le vice-président des États-Unis, Kerry. Et Véronique Yessel signe un article plein de blabla. Et bien sûr, nous faisons front commun contre le terrorisme. On va voir tout à l'heure quel rôle vraiment les États-Unis jouent avec le terrorisme. Et c'est en fait un copier-coller de la version des États-Unis sur la situation du monde. Après, vous avez une enquête du FBI dans le Caucase. On s'intéresse maintenant qu'il y a eu un attentat à Boston, et évidemment, c'est bien triste. On s'intéresse aux islamistes et aux terroristes que les États-Unis ont soutenus et financés en Afghanistan, en Tchétchénie et en Bosnie et au Kosovo. Mais là, c'était pour la bonne cause, c'était pour la liberté. Mais maintenant que certains de ces terroristes, un peu dans la confusion, se retournent contre les États-Unis, là, c'est vraiment des terroristes. Et là, Mme Kessel recopie la version de Washington et de la CIA. Il y en a encore un sur la Russie, c'est du même tonneau. Si on prend un journal qui s'appelle Libération, mais qui est tout sauf libéré, on a Damas accusé d'utiliser des armes chimiques. Ça, je ne pensais pas qu'on allait nous la refaire aussi vite et aussi facilement, mais on le ressort. Il n'y a jamais aucun pays dans le monde qui a utilisé plus les armes chimiques et biologiques que les États-Unis. Mais c'est chaque fois les méchants qui sont accusés d'utiliser des armes chimiques. Et puis encore dans Libération, la France frappée en plein Tripoli. C'est pas la France, c'est une certaine politique par des gens que la France a utilisés en Libye et en Syrie, et là c'était des gentils combattants de la liberté, et maintenant elle les combat au Mali, et là c'est des méchants terroristes, et évidemment c'est pas Libération ou Le Monde qui va nous expliquer ça. Le problème c'est que dans cette version des médias, on nous présente le Nord, l'Occident, comme vous voulez, les États-Unis et l'Europe, comme étant la solution et les puissances qui vont aider les pauvres gens du Sud qui ne sont pas capables, on le sait, de se débrouiller par eux-mêmes. Et donc nous allons les aider, par exemple en leur faisant des prêts de la Banque mondiale et du FMI et des trucs comme ça, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, on se demande pourquoi, et ils ne s'en sortent pas, donc on va les aider avec des prêts. Je viens de lire ce mois-ci un bouquin étonnant, remarquable, qui s'appelle « Les confessions d'un assassin financier ». Certains le connaissent peut-être, et ceux qui ne le connaissent pas, j'en fais la pub, c'est vraiment à lire. Et si vous lisez ça, vous pouvez arrêter votre abonnement au soir à Libé et éventuellement à la télé. Et vous allez voir pourquoi. John Perkins était, il s'appelle lui-même, j'étais un assassin financier. Et donc il a travaillé pour une firme qui officiellement vendait des programmes
d'ingénierie et de construction un peu partout dans le monde, dans le tiers-monde. Et il se présentait donc comme un économiste et il allait dans les pays du tiers-monde, Afrique, Asie, Amérique latine. Et voilà comment on lui présente son boulot quand il commence. Premièrement, je devais justifier d'énormes prêts internationaux dont l'argent serait redirigé vers Main, c'est la compagnie qui l'emploie, et d'autres compagnies américaines plus connues comme Bechtel, Halliburton, très active en Irak notamment, Stone Webster et Brown & Root, par le biais de grands projets de construction et d'ingénierie. C'est-à-dire qu'il est chargé de persuader les dirigeants de pays pauvres d'Afrique et d'Amérique latine qui doivent absolument construire des énormes centrales électriques parce que leur pays va se développer et que ça leur rapportera et que donc avec ça ils pourront rembourser, qu'il faut aussi faire des routes, des aéroports, tout ce qui va avec, comme par hasard d'ailleurs tout ce qui aide à exporter les produits, les matières premières, les ressources de ce pays. Et donc il est chargé de leur vendre d'énormes travaux. Mais je dis énormes. Il donne beaucoup d'exemples sur une série de pays. Deuxièmement, dit-il, je devais mener à la banqueroute les États qui recevraient ces prêts. Je ne me suis pas trompé, je relis. Je devais mener à la banqueroute les États qui recevraient ces prêts. Je devais les mettre en faillite. Je devais les obliger à contracter une dette qu'ils ne pouvaient pas rembourser, de sorte qu'ils seraient à jamais redevables à leurs créanciers et constitueraient donc des cibles faciles quand nous aurions besoin d'obtenir leur faveur sous forme de bases militaires, de vote aux Nations Unies ou de l'accès au pétrole et à d'autres ressources naturelles. Et donc il donne toute une série d'exemples à propos d'une série de pays qui effectivement ont été volontairement mis en faillite pour les rendre dépendants et pouvoir continuer à les piller et à les utiliser. Ça, c'est donc ce qu'il appelle être un assassin financier. Et il dit, j'étais un parmi quelques centaines, et maintenant il y en a des milliers. Mais là, il a commencé sa carrière dans les années 60-70. Et il dit, maintenant il y en a des milliers, il y en a encore plus. Et il explique que l'aide n'était absolument pas une aide, mais un piège. Et sur la dette, il dit ceci: notre empire global des États-Unis dépend largement du fait que le dollar est la principale monnaie internationale et que ce sont les États-Unis qui en impriment. Ainsi, nous prêtons de l'argent à des pays comme l'Équateur, tout en sachant très bien qu'ils ne pourront jamais le rembourser. En fait, nous ne voulons pas qu'ils payent leurs dettes, puisque c'est ce non-paiement qui nous procure une influence sur eux. Et il dit, voilà donc ça, la soi-disant aide, la soi-disant dette, en fait, ça veut dire qu'on leur fait un prêt pour qu'ils puissent acheter plein de trucs à des sociétés des États-Unis, de sorte que les États-Unis impriment des dollars qui ne quittent pas les États-Unis, et on appelle ça une aide au Sud. Et après, vous avez des générations et des générations qui sont obligées de se serrer la ceinture pour rembourser ça. Et il dit en plus, on oblige ces États à diminuer leur, comme je le disais au début, à diminuer leur budget de l'éducation, de la santé, à diminuer les salaires, à vendre leurs entreprises. Et donc, on les plonge absolument dans la catastrophe, dans la banqueroute, exprès. Et alors il dit, nous étions donc la première vague, les economic hitmen, les assassins financiers. Et il dit, parfois on ne réussissait pas. Parfois on échouait, parfois on tombait sur un dirigeant honnête ou qui voulait absolument défendre ses intérêts ou quelqu'un qui préférait travailler avec une autre grande puissance. Et alors, dit-il, les deuxièmes qu'on envoyait dans ces pays, c'était ce qu'il appelle les chacals, c'est-à-dire les assassins tout court. Et donc vous avez eu dans les années 60, 70, 80, une série de dirigeants en Amérique latine, par exemple, Panama, Équateur, tout ça, qui avaient un programme très indépendant pour leur pays, qui voulaient résister aux multinationales, qui avaient des projets, et qui sont inexplicablement morts dans des accidents d'avions, d'hélicoptères, ou ceci ou cela. Et il explique
que tout le monde dans sa profession sait très bien qu'ils ont été assassinés. Et il disait parfois les chacals ne réussissaient pas, et alors la troisième vague, c'est l'armée. Et donc c'est très important de voir la vision globale de la politique des États-Unis dans cette affaire-là. 1, les assassins financiers, 2, les assassins tout court, 3, l'armée. Et de bien voir la stratégie globale. En m'introduisant, on a signalé que mon tout premier bouquin, ça a été Attention médias sur la première guerre contre l'Irak. Et je suis un peu tombé des nues. Je n'avais pas travaillé sur la politique internationale et le Moyen-Orient. Je faisais plutôt du journalisme sur les questions sociales en Belgique. Et donc je suis tombé des nues en découvrant à quel point on nous mentait dans cette guerre en Irak. Et maintenant, avec tout ce que j'ai lu depuis, je vois que j'étais encore bien naïf il y a 20 ans quand j'ai décrit la guerre en Irak. Et que, d'ailleurs, Perkins m'a appris toute une série de choses absolument étonnantes sur la guerre contre l'Irak. Et il dit par exemple qu'en Irak, Saddam Hussein, on avait envoyé des assassins financiers et des assassins tout court en Irak pendant des années, et que c'est parce qu'ils ont échoué qu'on a envoyé l'armée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit lui-même, il raconte, c'est assez au jour le jour, comme c'est un journal, il raconte, et alors un jour il dit que il lit la presse des États-Unis du matin, et la guerre en Irak vient de commencer. Et il dit, voilà, ces articles ne contenaient rien qui pût indiquer que ce qui arrivait à l'Irak en 2003 était la continuation d'une honteuse histoire. Qu'en fait, la guerre, ça c'est quelque chose que je dis souvent, la guerre est la continuation de la politique, d'accord, mais surtout de l'économie. La guerre, c'est la continuation de l'économie. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce que Perkins, comment il juge les médias à la suite de son expérience. Mais on va maintenant aborder le thème central que je voulais traiter, la guerre humanitaire. Ça n'existe pas, mais rassurez-vous, je ne vais pas partir. On va en parler quand même. Il n'y a pas de guerre humanitaire, jamais. Toute guerre est économique ou stratégique. Stratégique veut dire pour contrôler une région qui économiquement est intéressante. Donc fondamentalement, toute guerre est économique. Et ce qui est important aussi quand on parle de guerre, c'est de ne pas s'en tenir à la définition classique où les États-Unis, la France ou des pays comme ça interviennent, bombardent, éventuellement débarquent, etc. La guerre classique. Il est très important de voir que tout aussi fréquentes, plus peut-être, sont les guerres indirectes. C'est-à-dire que les États-Unis font la guerre, on appelle ça en anglais par proxys, par intermédiaire, et donc ils font la guerre par pion interposé, ils font se battre les gens entre eux. Ça, c'est moins visible, moins cher. En cas de problème, on peut dire c'est pas moi. Et en fait, quand on regarde l'ensemble des guerres que nous avons eues depuis 25 ans, on va dire, elles confirment qu'on est toujours dans une guerre économique, une guerre pour la recolonisation du monde, une guerre pour le contrôle des ressources, et finalement une guerre pour la domination mondiale. Alors avant de les parcourir rapidement, il y a une raison à tout ça. La raison, c'est l'économie, justement. Pourquoi ils font la guerre ? On essaye de nous faire croire souvent que c'est parce que tel ou tel président des États-Unis a un caractère un peu ceci, un peu cow-boy, ou ceci ou cela. Et au moment de Bush, c'était vraiment ça la chanson. La guerre, c'est à cause de Bush. Puis arrive un suivant, plus calme, beaucoup plus habile dans ses discours, et encore plus de guerre qu'avant. Donc, il faudrait nous dire. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le caractère d'un président. De toute façon, ce n'est pas les présidents qui décident, c'est les multinationales derrière. Et la guerre, c'est fondamentalement une réponse et une tentative de sortir de la crise économique dans laquelle notre système capitaliste se débat. Non pas depuis 73 et la crise pétrolière, comme on l'a dit, mais en fait depuis 65. Parce que quand j'étais jeune, on nous disait « tout va bien ». Le capitalisme se développe, les ouvriers vont pouvoir acheter une voiture, une maison, un frigo, partir en vacances, tout va bien. Le capitalisme, c'est vraiment le meilleur système
possible. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 65, et encore plus à partir de 70, le taux de profit moyen des entreprises a baissé. Ils ont eu de plus en plus de mal à trouver des débouchés. La concurrence est devenue plus forte. Et donc, il y a eu un ralentissement de l'économie. Vous pouvez voir les taux de profit, les taux d'emploi qui commencent à chuter. Et comment est-ce qu'on s'en sort? On s'en sort en allant dans le tiers-monde. Et les capitaux que les multinationales des États-Unis ou d'Europe n'arrivaient plus à investir de façon utile ici, ils les ont investis dans le tiers-monde. Et c'est là qu'a commencé le problème de la dette. C'est qu'ils les ont investis en allant persuader des gouvernements, des présidents du tiers-monde de leur acheter plein de trucs. Comme ça, on faisait encore tourner les usines. Et ils n'avaient pas de quoi acheter, tout le monde le savait, ça fait rien, on vous prête. Et au début, on vous prête à 4%, ça va, c'est remboursable. Puis tout d'un coup, les taux passent à 16 ou 17%. Et là, c'est la faillite. Donc Perkins explique que c'était une faillite voulue, une faillite programmée. Bien. Donc pendant un certain temps, on reporte la crise des pays du Nord sur les pays du Sud, mais je ne vais pas détailler pourquoi, au bout d'un certain temps, ça ne marche plus. Et donc, en fait, on se retrouve avec une crise économique qui dure là depuis 40 ans et dont le système s'en sort par la guerre. Et la guerre, ça sert à quoi, platement? Ça sert à contrôler des ressources, pétrole, gaz, eau, uranium, or, minerais, coltan, diamants, la biodiversité, les ressources alimentaires. Tout devient maintenant l'objet d'une bataille économique, politique, corruption et militaire. Et donc la guerre, essentiellement, c'est pour se constituer des sources de revenus énormes, parce que tout simplement, ces matières premières, on ne les paye pas. Une multinationale va dans le Sud, se fait des bénéfices énormes sur des matières premières qu'elle ne paye pas, la population reste dans la pauvreté ou s'enfonce dans la pauvreté, et c'est aussi le but. Si vous êtes une multinationale qui va extraire les richesses des pays du Sud, est-ce que vous avez envie de payer des gros salaires? Non. Vos bénéfices seront d'autant plus élevés que les salaires seront bas. Donc c'est le but. Et on graisse la patte au dictateur pour que les salaires restent bas. Et donc, la guerre, ça sert à piller ses ressources et ça sert aussi à priver les concurrents des ressources. Parce que je vous ai parlé de la crise économique du système mondial. Et là, on est avec des grands blocs qui sont les États-Unis, l'Europe, le Japon. Ça, c'est les trois grandes économies, les trois grands blocs qu'on a. Et ils sont tous en train de se faire la guerre pour le contrôle de ces matières premières. Parce que contrôler l'accès au pétrole ou au gaz ou à l'eau, c'est une manière d'avoir un avantage décisif sur les autres, de pouvoir les faire chanter. Et d'ailleurs, dans le bouquin de Perkins, il raconte que le président du Panama, il a été carrément renversé et kidnappé parce qu'il voulait construire un deuxième canal de Panama avec les Japonais et que les États-Unis avaient décidé que ça devait se faire avec eux, pour une raison aussi simple. Donc, la guerre est leur manière de résoudre la crise économique qu'ils ont créée eux-mêmes, en ne payant pas les gens ou en les licenciant le plus possible. Mais ça, on est dans la contradiction fondamentale du système. Parce que, qu'est-ce que c'est être un bon capitaliste? C'est arriver à faire le travail en payant les gens le moins cher possible et en licenciant tout ce qu'il y a moyen de licencier et de faire le travail par ceux qui restent. Très bien. Mais quand vous avez fait ça, et la preuve de ce que je dis, c'est que quand une entreprise annonce... il faut lire beaucoup plus les pages roses, mais les pages roses financières. Elles sont très intéressantes. Là, vous avez la firme Siemens annonce un dégraissage de 10 000, 15 000 emplois dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Son action à la bourse, elle descend et hey, ça va mal? Non, elle monte. Vous licenciez des gens, vous êtes un bon capitaliste, l'action monte. Mais évidemment, tout le monde fait ça. Et quand tout le monde fait ça, à qui vous vendez? Puisqu'évidemment, vous avez privé de pouvoir d'achat les gens à qui, finalement, vous êtes censé vendre. Donc, ils sont en train de se créer eux-mêmes ce problème de cette crise, et ils ne peuvent pas faire autrement, et ils en sortent par la guerre, c'est-à-dire en volant. Ça, c'est vraiment le système dans lequel on vit. Je vais être bref, mais si on a des questions, je suis à votre disposition.
je disais que chaque guerre depuis 25 ans, elle obéit à cette définition que j'ai donnée et à la définition de John Perkins. Et un élément que j'ai oublié de dire, c'est les guerres économiques. Et attention, c'est toujours aussi une guerre à deux niveaux. Je m'explique, c'est à la fois une guerre contre le pays qu'on attaque, mais c'est aussi une guerre contre d'autres grandes puissances qui ont une meilleure position dans ce pays-là. Quand on a fait la guerre, quand les États-Unis ont fait la première guerre contre l'Irak, c'était aussi une guerre contre la France qui avait des contrats avec l'Irak et qui, elle, ne voulait pas du tout faire cette guerre. D'ailleurs, Chirac a recommencé après en s'opposant à la guerre de Bush. Et donc, c'est une manière de... Une guerre a toujours au moins deux dimensions. Et donc, quand les États-Unis font la guerre en Irak, c'est pour Exxon contre Total. Ça doit être très clair. Et quand les États-Unis font la guerre, quand la France, pardon, fait la guerre au Mali, et que les États-Unis disent par la bouche de la représentante à l'ONU, Susan Rice, les États-Unis disent avec toute leur politesse, This war is a shit. Cette guerre, c'est une merde. En parlant de leurs alliés, la France. Et donc pourquoi? Parce que la France et les États-Unis sont en grande bataille pour savoir qui va contrôler les richesses de l'Afrique. Et historiquement, l'Afrique est contrôlée par le colonialisme français et britannique. Et les États-Unis sont bien d'accord avec les Français et les Britanniques qu'en tout cas l'Afrique ne peut pas appartenir aux Africains et que ce n'est pas à eux à décider ce qu'on fait des ressources et à avoir des idées fantaisistes comme éliminer la pauvreté avec les ressources naturelles. Mais après, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ne sont pas du tout d'accord entre eux sur qui va profiter de ce gâteau. Et donc on fait la guerre là, et c'est pour ça que j'attire votre attention sur des guerres indirectes, on fait la guerre par proxy. Si Paris a le gouvernement en place, les États-Unis financent une guérilla sécessionniste, ou l'inverse. Et donc on provoque des guerres civiles dans toute une série de pays pour occuper la bonne position et rafler les contrats. J'avais mentionné Panama en 89. La guerre contre la Yougoslavie, c'est aussi une guerre stratégique. Pas que la Yougoslavie ait des très grandes richesses, mais elle donnait un très mauvais exemple en Europe, à savoir qu'elle avait gardé de son passé socialiste un système de sécurité sociale, un système de protection sociale, toute une organisation. Pour vous donner une idée, dans les usines, les directeurs étaient élus par les travailleurs. C'est évidemment impensable dans notre beau système capitaliste, et donc il fallait mettre ça au pas. Et stratégiquement, la Yougoslavie pouvait être un allié pour l'Union soviétique dans un premier temps, enfin non, la Russie à ce moment-là, et lui donner un accès à la Méditerranée. Et les États-Unis considèrent que la Méditerranée, c'est à eux, que personne ne doit venir s'en mêler, et donc il fallait prendre le contrôle de la Yougoslavie, et ça a réussi. La guerre contre l'Afghanistan n'est pas une guerre directement pour les ressources de l'Afghanistan, enfin que je sache, mais c'est une guerre pour sa position stratégique. Quand vous regardez la carte de l'Asie, vous voyez que l'Afghanistan, c'est vraiment au centre de la région qui a le plus grand potentiel de croissance économique dans le monde. Et Obama vient de dire, après sa réinvestiture, que dorénavant, les États-Unis allaient se concentrer sur l'Asie, que ça c'était le plus important, qu'on allait renforcer les troupes en Asie. Et l'Afghanistan est au centre d'un continent où vous avez trois grandes puissances dont les États-Unis ne veulent absolument pas qu'elles s'allient entre elles, à savoir la Russie, la Chine et l'Iran. S'il y a une alliance entre ces trois puissances, ça veut dire que les États-Unis sont à la porte de l'Asie, parce que ça va constituer un pôle indépendant, un très grand dynamisme économique. Il y a déjà toute une série d'États de taille moyenne qui se sont rassemblés dans ce qu'on appelle l'Organisation pour la coopération de Shanghai, Chine, Russie et toute une série de républiques. Il y a là comme observateur ou à la porte d'entrée l'Inde, le Pakistan, l'Iran, même le Japon serait intéressé par un tel marché commun. Et M. Kissinger, qui est un des plus importants ex-dirigeants de la politique étrangère des États-Unis, a dit en 2001, au moment où les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Afghanistan, il a dit que le grand danger, c'était que l'Asie fasse une sorte de marché commun
qu'ils s'entendent entre eux sur le plan économique et politique et que les États-Unis soient tout simplement... ils ne sont pas en Asie, donc ils doivent la contrôler, mais ils n'y sont pas. Et donc il fallait absolument empêcher cette grande alliance Russie, Chine, Iran dont je viens de parler. La guerre contre la Libye, c'était clairement une guerre pour voler les 30 milliards de dollars de ressources annuelles du pétrole libyen et le gaz, dont les ressources sont très importantes, et ça a été volé. Les rebelles soi-disant combattants de la liberté ont directement promis à la France des contrats. On s'est empressé de mettre les Chinois à la porte et on a offert des cadeaux à ceux qui en fait avaient sponsorisé la guerre et les bombardements de l'OTAN. On a aussi voulu empêcher la Libye de Kadhafi de fonctionner comme une sorte de banque mondiale alternative. Je m'explique. La Banque mondiale et le FMI, c'est vraiment l'instrument de chantage des États-Unis et de l'Europe pour empêcher les pays africains de s'émanciper, c'est-à-dire que s'ils veulent avoir des crédits pour s'en sortir des problèmes dans lesquels on les a plongés, ils sont soumis au chantage de la Banque mondiale et du FMI. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Kadhafi avec l'argent de son pétrole? Il a dit 2 ou 3 fois à des pays africains, ben moi, je vais vous financer ça. Et hop, quelques centaines de millions de dollars pour tel ou tel projet. Évidemment, les États-Unis et l'Europe étaient absolument furieux. Et dans ce livre, j'ai cité des exemples de cette chose-là. Ils ont financé des rizières, ils ont financé des installations pour la transformation du café, parce que, prenons le café, c'est un très bon exemple. Le café est évidemment produit en Afrique essentiellement, en Amérique latine, mais en Afrique, vous avez des gros producteurs d'Afrique, de café. Qui fait le gros du profit sur le café qu'on vous vend dans les supermarchés? Ce n'est pas les pays africains en question. Jean Ziegler a montré ça dans ses bouquins. Il voit à peine 10% du prix que vous payez. Et donc tout ça, c'est les intermédiaires qui sont en fait 4 grosses boîtes qui contrôlent l'ensemble du café au niveau mondial, qui sont toutes des multinationales du Nord et qui gagnent tout. Et Kadhafi, un beau jour, il a dit, ben moi je vais vous faire un prêt, un don, pour que vous puissiez faire la torréfaction, l'emballage, le packaging, et comme ça vous allez gagner plus. Évidemment, les multinationales occidentales étaient furieuses. Et voilà le vrai crime de Kadhafi, qui n'était pas un ange. Mais ce n'est pas le problème, parce que si on s'attaque à des dirigeants qui ne sont pas des anges, les États-Unis ont du travail, ils doivent renverser en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats, et tous les dictateurs qu'ils ont installés en Afrique et ailleurs. Et qui sont encore en train maintenant d'installer en renversant des gouvernements élus et en les remplaçant par des dictateurs. Donc, vous voyez, ce n'est pas le problème dictature ou de démocratie, c'est le problème qui va voler les ressources naturelles. La guerre sur la Libye, c'était donc ça. La guerre contre la Syrie, c'est évidemment pour protéger Israël, qui est le flic du pétrole, le flic du Moyen-Orient, au service des États-Unis et de l'Europe, qui finance l'armée d'Israël pour attaquer les Palestiniens. Ça doit être dit clairement. Nous avons des ministres qui font semblant de verser des larmes de crocodile, qu'il faudrait quand même qu'Israël soit plus raisonnable et qu'on arrive à une solution et que le Dieu fasse des efforts et blablabla. Ce sont des larmes de crocodile, ce sont des hypocrites, comme il a été très bien montré dans le livre de David Cronin, que je vous recommande. L'Europe finance et arme Israël pour bombarder les Palestiniens et détruire des écoles, des hôpitaux, les envoyer en prison sans procès et leur rendre la vie impossible. Okay? Donc ça doit être dit clairement. C'est pas ça qui va me faire inviter plus dans le soir et dans la RTBF et RTL, mais la vérité a ses droits. La Syrie, donc, il faut l'empêcher de contester Israël et surtout, je vous ai parlé d'Iran il y a 2 minutes, tout ce qui se passe là, au Moyen-Orient depuis quelques années, c'est la préparation de l'attaque contre l'Iran. L'Iran, c'est un grand morceau. C'est une population qui a vécu une dictature militaire épouvantable avec le Shah d'Iran. Il faut rappeler que nous, les Occidentaux, qui adorons la démocratie et blablabla, qu'est-ce que nous avons fait quand il y avait un Premier ministre élu en Iran? Nous l'avons renversé avec un coup d'État, nous,
les services secrets britanniques et de la CIA, avec l'appui, vous pouvez aller relire ce que Le Soir, Le Monde et compagnie écrivaient à l'époque, avec l'appui de tous les pays occidentaux, nous l'avons renversé et nous l'avons remplacé par le Shah d'Iran, un des dictateurs les plus sanglants de ces 50 dernières années, avec une police politique, la SAVAK, qui torturait, qui a fait 30 000 victimes. Et pendant ce temps-là, vous avez dans Paris Match et dans Le Soir Magazine et dans ce genre de trucs, j'ai l'âge de m'en souvenir, des jolis reportages où on voyait le Shah d'Iran avec sa belle jeune femme moderne et bien habillée et tout, et ça c'était vraiment les souverains progressistes. Et donc on faisait l'apologie de tortionnaires qui avaient du sang sur les mains dans Le Soir, dans Le Monde, à l'RTBF et partout, ça doit être dit clairement aussi. Et donc, pourquoi je parle de l'Iran? Parce que on ne peut pas, les Iraniens du coup avec tout ce qu'on leur a fait, ils savent très bien qui sont les États-Unis, ils n'en veulent pas. Donc il faut d'abord les isoler. Pour les isoler, il faut détruire la résistance palestinienne, il faut détruire la résistance du Hezbollah au Liban, il faut détruire la Syrie, et à ce moment-là, on pourra s'en prendre à l'Iran d'une manière ou d'une autre. C'est donc très très important, quand on voit dans les médias qu'on montre le doigt sur un problème avec les Palestiniens ils font ceci, ou Bachar il fait ça, ou le Hezbollah il fait ça, c'est très important de ne pas suivre le doigt, mais de faire le zoom arrière et de regarder l'ensemble du tableau. Ils veulent quoi? Ils veulent attaquer qui? Et ça va se passer comment? On a la recette. C'est mis dans Perkins, c'est mis dans une série de bouquins. On a la recette. C'est pas mis dans Le Soir et compagnie, mais c'est justement pour ça qu'il faut tourner la page et lire ce qui vraiment nous informe et pas des hallucinations. Donc la Syrie, je ne dis pas que Bachar est un ange, c'est pas ça la question, mais la question c'est pourquoi on l'attaque et par qui on veut le remplacer. Si on veut le remplacer par ceux qu'on a mis au pouvoir en Libye, je ne suis pas sûr que le peuple syrien il va s'en porter mieux après. La guerre au Mali, c'est clairement parce que, d'abord c'est une région globalement, c'est pas le Mali tout seul. Vous aviez des militaires de gauche au Mali qui en avaient marre du pillage, de la corruption et de se faire attaquer par des sécessionnistes sans pouvoir riposter. Et donc la France a décidé un embargo contre les armes pour empêcher l'armée malienne de se défendre contre la sécession. Et puis elle vient se présenter en Zorro super sauveur alors qu'elle a empêché les Maliens de se défendre. Et évidemment, c'est pas pour la beauté pas par amour des Maliens qu'on intervient. Vous n'avez qu'à demander aux Maliens qui vivent en France et qui se font expulser par charter comment la France les adore. Et la vraie raison, c'est évidemment une raison très simple, l'or, l'uranium du Niger voisin, les gisements, l'Algérie voisine, avec le gaz et le pétrole, encore un pays emmerdant et qu'on veut essayer d'isoler. Et donc, il faut le dire, la guerre de la France au Mali, en Syrie, en Libye et tous ses alliés, que nous, Belgique, nous soutenons avec les taxes de vos parents, je signale, c'est une guerre coloniale. C'est une guerre pour recoloniser des ressources qui nous ont échappé et qu'on veut récupérer pour faire plus de fric pour le 1% qui a tout à dire en Belgique. Voilà. Ce qui est très important, c'est que toute cette guerre, j'ai donné quelques exemples en Afrique, je pourrais encore en parler d'autres. L'Érythrée, c'est un des prochains pays qui va être attaqué. Et aussi, parce que je suis une politique trop indépendante. Le Moyen-Orient, j'en ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais l'ensemble des guerres qui sont faites contre les peuples arabes, en fait, il y a une finalité globale à ça. Et l'ennemi principal des États-Unis, dont nous sommes officiellement les alliés, l'ennemi principal, c'est la Chine. La Chine est une menace parce que, qu'elle reste socialiste ou qu'elle devienne capitaliste, ce n'est pas le problème, c'est un rival, enfin c'est un problème pour les Chinois, une discussion importante, mais pour les États-Unis, ils s'en fichent. Si c'est un rival, il faut absolument l'écraser, l'affaiblir. Et donc, comme évidemment la Chine, c'est un gros morceau, ça on ne peut pas l'attaquer directement, on va l'isoler, on va la priver de ses soutiens et de ses relais. Et la Chine, c'est un pays avec un très grand développement économique, un très grand besoin de matières premières et agricoles qu'il n'y a pas sur son sol. Et donc, il faut l'empêcher de s'approvisionner. Il faut l'empêcher de s'approvisionner en Afrique, au Moyen-Orient et dans l'ensemble du tiers-monde. Et donc, il faut arriver à l'isoler. Et ça, Mohamed Hassan l'explique très très bien dans la stratégie du chaos. On a fait notamment une carte qui montre que tous les pays africains, et notamment sur la côte est,
sur l'océan Indien, donc, qui est la grande route maritime qui mène de l'Afrique vers la Chine et même de l'Amérique latine, enfin pour vous c'est comme ça, de l'Amérique latine vers l'Afrique, ça, les États-Unis veulent le contrôler. Donc vous vous demandez pourquoi ils mettent des bases militaires un peu partout, c'est parce qu'ils veulent bloquer cette route. Et vous vous demandez pourquoi des pays qui apparemment ne sont pas hyper importants sur la côte est de l'Afrique, etc., ont des problèmes, ben c'est parce qu'ils regardent trop vers la Chine et qu'ils ne peuvent pas. Et ça, c'est très très bien expliqué dans la stratégie du chaos par Mohamed Hassan, dans les entretiens qu'on a faits. Et pourquoi ce titre provoquant, la stratégie du chaos? Eh bien parce que tout ce que je suis en train de vous dire, ça peut peut-être vous sembler désespérant. Mon Dieu, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Les méchants sont trop forts, on n'a aucune chance. Mais en réalité, non. Les États-Unis sont un empire en déclin. Économiquement, c'est une économie qui ne vaut plus rien du tout. Elle tient parce que la réserve mondiale, financière internationale, c'est le dollar. Mais elle tient par un truc de supercherie, que les États-Unis ont le droit d'imprimer des dollars et de les vendre à tout le monde et qu'il n'y a pas de contrôle sur ça. Mais en réalité, économiquement, ils sont très très faibles parce qu'ils ont tout délocalisé, ils ont perdu leur tissu industriel, donc ils sont uniquement dans le pillage des ressources des autres. Mais ça crée une économie spéculative, ça crée une économie parasitaire et artificielle, et c'est une économie en déclin. En plus, comme vous le savez, ils n'arrivent même plus à payer leurs guerres, ils les font payer par les autres, mais tout a des limites, plus personne ne veut payer les guerres des États-Unis, et ils ne sont même pas capables, en plus, de gagner directement en Irak et en Afghanistan. Bush s'amène là en cow-boy, on va gagner, ils n'ont pas gagné. Et donc, ils passent au plan B. Et le plan B, c'est quoi? C'est la stratégie du chaos. Il y a un proverbe africain, à ce qu'on m'a dit, qui dit « Ce que tu ne peux contrôler, détruis-le ». Et c'est ça que les États-Unis font. Ils n'ont plus les moyens de contrôler tranquillement et pacifiquement des pays comme avant, au beau temps des colonies. Donc on les plonge dans le chaos, on les plonge dans le bordel, on fait en sorte que les gens se disputent entre eux, qu'il y ait des guerres civiles. Et dans le livre, nous analysons une série d'exemples. La Somalie, le Soudan. Le jour où il y a eu un gouvernement en Somalie, un pays dont tout le monde se dit on n'arrive pas à trouver un gouvernement, c'est vraiment épouvantable, c'est le chaos. Le jour où il y a eu un gouvernement en Somalie, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Ils ont demandé à l'Éthiopie voisine, qui est Israël de la région, d'attaquer ce gouvernement avec des armes chimiques, entre parenthèses. Mais ça, on n'en a pas parlé parce que l'Éthiopie, c'est les bons. Et donc, comme c'est les amis des États-Unis, on ne va pas en parler. Donc, vous voyez, la stratégie du chaos, c'est foutre le bordel pour que si les États-Unis ne peuvent pas contrôler à fond et tranquillement ce pays, au moins personne d'autre ne peut l'utiliser comme partenaire. Et le pays, il est plongé dans le chaos. Il faut vous souvenir, non, c'est pas possible pour vous, mais moi je me souviens que quand la guerre a commencé contre l'Irak, il y a un peu plus de 20 ans, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, James Baker à l'époque, est allé rencontrer Saddam Hussein, soi-disant pour négocier, en fait pour essayer de le faire capituler, et Saddam Hussein ne voulait pas capituler, et James Baker lui a dit « Nous allons ramener votre pays à l'âge de la pierre. Okay ? » Ça, c'est la civilisation occidentale. Nous allons ramener votre pays à l'âge de la pierre. À cause de l'embargo, à cause des sanctions, à cause de la guerre, il y a eu 1 million de gens d'Irakiens qui ont péri à cause de l'embargo, dont 500 000 enfants. Et quand la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Madeleine Albright, a été interviewée à la télé et qu'un présentateur un peu plus combatif et curieux que d'habitude lui a dit « Il y a 500 000 enfants qui sont morts à cause des sanctions contre l'Irak. Est-ce que ça valait la peine? Was it worth ?» Et Madeleine Albright a répondu « Oui, ça valait la peine de tuer 500 000 enfants irakiens. » Ça, c'est notre civilisation et notre démocratie. Donc, la stratégie du chaos, c'est ça. L'Irak était une puissance qui appelait les pays du Moyen-Orient à s'unir et à dire aux États-Unis « Go home » et à créer force régionale, un marché régional. Et avec le pétrole, ça pouvait évidemment changer beaucoup de choses dans le rapport de forces internationaux. Et donc, pour le punir, pour l'empêcher de faire ça, on l'a effectivement ramené à l'âge de la pierre. Je vais conclure en... Je vous avais dit que tout à l'heure, on allait voir quoi penser des médias par rapport à tout ceci. J'ai effectivement dans le livre « Attention médias »
j'ai abordé la question du système du fonctionnement des médias. Et mais seulement comme je suis un complotiste, un conspirationniste et voilà, plein de fantasmes, je ne suis pas crédible. Donc, on va plutôt voir ce que John Perkins, qui est un homme très bien élevé, qui a travaillé donc, pour la CIA et pour les meilleures firmes des États-Unis, on va voir ce qu'il il explique des médias. Il conclut son livre, que vraiment je vous recommande. J'espère que ce chapitre vous aidera à voir l'actualité autrement, à lire entre les lignes de chaque article qui vous tombera entre les mains et à vous interroger sur les implications profondes de chaque reportage de télé ou de radio que vous verrez ou entendrez. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Et là, il parle des différentes stations télé des États-Unis. NBC appartient à General Electric. ABC à Disney, CBS à Viacom et CNN fait partie du gigantesque conglomérat AOL Time Warner. La plupart de nos journaux, magazines et maisons d'édition appartiennent à de grandes compagnies internationales qui les manipulent à leur gré. Nos médias font partie de ce qu'il appelle la corporatocratie, c'est-à-dire le pouvoir des grosses sociétés, des grosses multinationales. Donc voilà l'avis de Perkins. Et puis après, j'avais aussi cité dans Les 7 péchés d'Hugo Chavez une analyse, mais est-ce que je vais la retrouver ? Non, c'est pas mon exemplaire que j'ai oublié de prendre. Et non. De mémoire, c'était pourtant une bonne référence, c'est Albert Einstein. Albert Einstein a écrit en 1949 un article très intéressant où il analyse la société capitaliste, son fonctionnement économique et politique, et où il dit qu'en fait, il n'y a pas de démocratie, que les entreprises décident tout et contrôlent le système politique, Albert Einstein, et où il dit aussi que les médias sont contrôlés par des grandes entreprises et que donc on ne peut pas y trouver la vérité. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous fournir la citation exacte qui est dans le bouquin. Ah oui, c'est une chose que... Ouais. Donc je pourrais vous fournir cette citation sans problème. Pourquoi je conclus sur cette analyse globale des médias ? J'insiste que j'ai parlé des médias, je n'ai pas parlé des journalistes. Il y a des journalistes qui ne sont pas contents avec la situation que j'ai décrite, qui se rendent compte de ça, qui font ce qu'ils peuvent. Mais globalement, le problème, c'est que ce n'est pas les journalistes qui décident, mais leurs patrons, les patrons des médias, et c'est là qu'est le problème. Et là, j'insiste et je termine par ce point, parce que là, on va parler de vous. C'est là que vous entrez en scène et que vous avez une responsabilité énorme. Si les médias ne parlent pas des choses importantes comme les assassins financiers, les assassins tout court et les raisons des guerres, si au lieu de ça, on nous raconte des histoires sur tel dictateur, sur les armes chimiques et blablabla, il y a une raison. C'est que les médias et les multinationales qui, grosso modo, contrôlent les médias ou les sources des médias, n'ont évidemment pas intérêt à ce que les simples gens soient au courant de pourquoi on fait la guerre. Hein? Si on vient dire à vos parents, et bientôt à vous en tant que futurs contribuables, viens, donne-moi tes taxes, je vais aller bombarder des écoles et des hôpitaux avec, vous allez dire non. Et donc, il est interdit que vous sachiez pourquoi on fait la guerre et que vous sachiez aussi qu'est-ce qui se passe vraiment dans la guerre et qu'on vous montre les vraies victimes. C'est quand même ahurissant
qu'on a eu des pages et des pages et des pages sur l'attentat de Boston, et c'est évidemment très malheureux. Mais ça se passe tous les jours, ça. En Irak et en Afghanistan. Et c'est des gens qui n'ont pas de visage, qui n'ont pas de nom, dont on ne va pas parler, on va dire c'est une fatalité, c'est les sauvages, c'est les talibans. Non, c'est les États-Unis. C'est le résultat des États-Unis, ça. Ça se passe tous les jours. Sans parler des morts de la faim. Je veux dire, quand Jean Ziegler écrit qu'on pourrait nourrir 12 milliards de gens et que nous sommes 6 milliards et demi et qu'il y a 1 milliard qui crève de faim et qu'il y a un enfant qui meurt toutes les 5 secondes, et quand Jean Ziegler dit un enfant qui meurt de faim aujourd'hui est un enfant assassiné, pourquoi on n'en parle pas dans les médias en disant qui l'assassine, à savoir nos multinationales qui empêchent ces gens d'avoir à manger? Donc, ça ne va pas changer. Et pourquoi j'insiste sur ça? C'est parce que votre responsabilité, c'est de faire l'info. Et que vous vous destiniez à devenir journaliste ou dans la communication ou pas, mon discours, il s'adresse à tout le monde. Il faut appliquer ce que je dis absolument partout. Si on veut un monde sans guerre, si on veut un monde où on élimine la faim, les grandes maladies, l'analphabétisme, et où il y a un avenir pour vos gosses, pour les gosses d'Afrique, d'Amérique latine, etc., il faut qu'on change le système. Et la première question, c'est qu'il faut qu'on change l'info, c'est-à-dire qu'on fasse l'info nous-mêmes. Et donc maintenant, avec Internet et avec les différents moyens de communication, il y a moyen, ça ne coûte plus des fortunes, et il est parfaitement possible d'informer les gens sur les médias mensonges et sur l'info qu'on leur cache. Et il est parfaitement possible de donner la parole aux gens de là-bas. Donc, c'est ça que je voudrais vous appeler à faire, soit directement si vous êtes dans les métiers de la com, soit indirectement par Internet, en parlant au travail, aux amis, etc., en combattant les médias mensonges. Et je pense que vraiment, si vous voulez qu'on vive dans un monde sans la guerre et la pauvreté, et un monde où vos enfants seront beaucoup plus heureux, c'est vraiment ça qu'il faut appliquer. Nous sommes tous des journalistes. Je vous remercie. Ce sont des bonnes questions. Je vais commencer par celle à laquelle je n'ai pas de réponse, parce que le grand problème des journalistes qui prétendent tout savoir et qui se présentent pour Dieu, c'est très dangereux. Et donc le journaliste n'est pas celui qui prétend tout savoir. Mais la question, elle m'interpelle beaucoup, le rôle des photographes. Mais quoique j'ai beaucoup aimé faire de la photo, y compris de la photo de reportage social dans une vie antérieure. Avec Internet maintenant et avec la situation que vous décrivez, avec ce déferlement d'images, je suis convaincu que l'image en général et la photo a un grand rôle à jouer, mais j'aimerais bien d'avoir une réflexion sur comment on pourrait faire ça et organiser ça. Je vois qu'Internet, pour le moment, on a des sites d'articles, on a des Dailymotion, YouTube avec des vidéos, on a des animations, et la photo a l'air encore un peu de ne pas avoir vraiment trouvé sa place. Il existe évidemment des sites un peu plus où des artistes exposent leurs choses, mais ça n'a pas forcément un grand contact et circulation avec le public. Et je fais de temps en temps des séminaires de formation avec des jeunes qui veulent travailler avec nous indépendamment sur la question du journalisme écrit, de la vidéo, des recherches. Et il y aura aussi, dans quelques mois, sur le thème comment on peut utiliser l'image, le photoreportage. Vous n'êtes pas la première. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit « je fais des photoreportages, comment est-ce qu'on peut développer ça, faire connaître, faire en sorte d'échapper, je ne sais pas, aux galeries d'art ou aux magazines chic, mais que ça touche vraiment un vrai public qui peut en avoir besoin. » Et c'est clair que ça peut apporter quelque chose en soi, mais je n'ai pas la réponse, mais ça m'intéressera beaucoup de participer à cette discussion. Quand je parle des États-Unis, je vise pas l'ensemble de la population, et bien entendu, il y a 45 millions de pauvres aux États-Unis, donc c'est pas eux. C'est clairement le 1%, et c'est un ensemble où ce qui est déterminant, c'est en effet le pouvoir économique des multinationales. On a fait une étude que 147 multinationales contrôlent 60% de la production économique mondiale. Donc, c'est ces gens-là dont je parle. Et c'est très peu de gens. 1%, c'est même encore beaucoup moins.
Ce sont donc les actionnaires et les administrateurs de ces multinationales-là que je vise. Le pouvoir politique en est une extension et ce n'est pas nouveau. Ça se voit plus maintenant, mais ce n'est pas nouveau. La guerre de 14-18, on va nous battre les oreilles avec des célébrations touristiques et autres sur la guerre de 14-18 bientôt. Il faudra aller visiter les champs de bataille, et ça vaut la peine, oui, c'est très émouvant. Mais ce qui sera totalement absent de la couverture, c'est pourquoi on a fait cette guerre. Et moi, quand j'étais gosse, on m'expliquait que la guerre 14-18, c'était la Belgique vaillante et patriotique qui avait résisté à l'envahisseur teuton, les Boches, et en France la même chose. Et donc vous avez des monuments aux morts dans toute la France, et c'est effrayant parce que vous voyez des listes et des listes de gens qui sont morts. Et en France, pour une femme dans les années 20, c'était très difficile de trouver un mari. Il y a eu 10 millions de morts dans cette guerre, vous imaginez. Et donc on disait aux Français que c'était contre l'impérialisme allemand, on disait en Allemagne que c'était contre les impérialistes français et britanniques. Et la vérité de tout ça, c'est un écrivain de l'époque, Anatole France, qui disait « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ». Et il voulait dire donc par là que effectivement, c'est des groupes économiques et financiers qu'on doit parler, mais c'est pas nouveau. Ça se voit plus maintenant, mais ça a toujours été comme ça. Et effectivement, les médias en faisaient et en font partie, et l'intégration est plus forte. Voilà ce que je pense qu'il faut dire sur effectivement quels sont les acteurs économiques fondamentaux. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la guerre est la continuation de la politique, oui, mais surtout de l'économie. Maintenant, qu'est-ce qui arrivera avec la Chine? C'est une question qui dépend d'abord des Chinois. Pour le moment, la Chine n'est pas du tout sur le même pied, ne joue pas le même rôle et n'a pas en général les mêmes pratiques que les États-Unis et l'Europe. Il ne fait pas la guerre pour contrôler les pays et n'a pas la même attitude. Et d'ailleurs, beaucoup de pays africains sont plutôt contents de trouver un partenaire alternatif, plus intéressant, plus correct en général, en tout cas au niveau des relations d'État. Si la Chine tourne mal, il sera temps de faire la même analyse, mais je ne voudrais pas qu'elle serve de prétexte. Et attention, dans nos médias belges, français, des États-Unis, ouais, l'impérialisme chinois en Afrique, ok, ça fait 100 ans que vous volez et assassinez l'Afrique, donc d'abord on balaye devant votre propre porte pour ça, et après les Africains seront en position de déterminer leur sort, et qu'on arrête de nous faire peur avec un épouvantail chinois pour cacher le colonialisme français, belge, etc. Sur la question qui a été... sur le fait que la guerre se fait aussi chez nous et qu'il y a une construction de l'ennemi intérieur. C'est très important, en effet. Ce qui me préoccupe beaucoup dans l'évolution des dernières années, c'est la montée de l'islamophobie. À savoir, on a réussi à construire dans le discours médiatique, aux États-Unis et puis en Europe, l'image du musulman qui est dangereux, du musulman qui, à cause de sa religion, est fanatique, terroriste, tout ça. Et donc, on a réussi en fait à nous embobiner dans une guerre de religion et dans une panique du terrorisme. La construction de l'ennemi intérieur et l'arabe dangereux, ça sert à justifier les guerres contre les pays arabes, ça sert aussi à justifier la discrimination contre les travailleurs arabes ici, sur le plan du travail, sur le plan des conditions de travail, sur le plan des droits démocratiques, étant donné que dans une ville comme Bruxelles, un tiers des travailleurs de la classe ouvrière, on va dire, sont d'origine directement immigrée, quel est le meilleur moyen de les diviser que de susciter la méfiance entre les Belgo-Belges et les Belges d'origine arabe. Et donc là, l'islamophobie et tout ce racisme, ou le discours sur l'Africain bien entendu, mais pour le moment c'est vraiment l'islamophobie, en plus elle permet de toucher les deux. Ça c'est très très important, la construction de l'ennemi intérieur. Et effectivement, ça renvoie au fait que la guerre se mène aussi chez nous. Je vous ai fait une analyse sur l'international, c'est un peu ma spécialité, mais vous pouvez, je pense que ce serait important,
faire la même analyse sur les conflits sociaux en Belgique, en France et en Europe en général. La manière dont l'Europe vole, les gens volent le travail, volent les 99% pour créer des profits plus importants au 1%. La manière dont les éditos du soir, par exemple, n'arrêtent pas de dire que la Belgique a un problème de compétitivité, que les salaires sont trop élevés, qu'il va falloir faire un effort sur l'index, qu'on ne peut pas payer tout ça. C'est des éditos du néolibéralisme, et le seul problème que la Belgique a, c'est pas que les salaires sont trop élevés, demandez aux gens qui ont tellement de mal à finir le mois, le seul problème c'est qu'on se fait voler par le 1% qui ne paye pas d'impôts. Et ça, c'est une fois de temps en temps dans les pages de Tribune Libre, mais c'est jamais dans l'info de base et dans nos journaux télévisés. Donc tout ce que je vous ai expliqué là, sur l'international, faites-le s'il vous plaît sur la situation sociale en Belgique, en France, en Europe. La première question portait sur l'Internet libre peut-il révolutionner la bataille, ce que moi j'appelle en tout cas la bataille de l'info? La réponse est clairement oui, et il a déjà commencé à le faire. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, comme on l'a dit, à écrire des livres, les gens qui venaient aux conférences me disaient « c'est bien ton bouquin, mais enfin il arrive 1 an après la guerre, c'est un peu triste ». Et voilà, faire un livre c'est comme ça. Si vous faites un film, un docu, c'est aussi un long délai. Donc les choses ont vraiment été révolutionnées pour moi à partir de 98, 99, 2000, où j'ai commencé à utiliser systématiquement l'Internet. Ça a permis plusieurs choses. Un, de diffuser en temps réel des infos. Le jour même où on bombardait la Yougoslavie, je montrais des médias mensonges dans des newsletters. À l'époque, on n'avait pas encore le site, mais dans des newsletters. Et puis les gens traduisaient ça, c'est diffusé. Et j'ai retrouvé des articles traduits dans 115 langues par des gens que je ne connaissais pas, et ça circulait. Donc oui, c'est une arme formidable. Avec un site, avec maintenant tout ce qu'on fait, les créations de vidéos, de montage, d'animation, il y a des trucs extraordinaires qui se font. Et je pense que là, on a énormément besoin de ça. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les gens comprennent cette information? Je ne me fais pas trop de soucis, je pense que ça dépend de notre travail, et je pense qu'en diffusant des choses et en les appelant à agir, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire. On a dit que donc j'animais le site Investigation. Nous diffusons chaque semaine une newsletter avec des articles, soit de notre équipe ou de moi-même, des vidéos, des interviews, soit des témoignages, des analyses qui nous sont envoyées par les gens avec qui je suis en réseau dans le monde entier maintenant. Et donc ce que je vais vous proposer, c'est de prendre cette feuille ici et de la diffuser. Il y en a 2, donc une pour chaque moitié. Et pour recevoir cette newsletter qui est gratuite, vous inscrivez votre mail en majuscule, j'insiste, pour éviter les erreurs. On va vous inscrire, vous allez les recevoir. Et ça fonctionne dans les 2 sens. Vous pouvez recevoir nos infos, les utiliser dans les discussions autour de vous, donc avoir régulièrement de la matière concrète, parce que chacun ne peut pas connaître tous les pays, toutes les situations. Donc on a besoin d'avoir de la matière concrète pour pouvoir discuter autour de soi. Mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous êtes actif autour d'un pays, d'une question, si vous êtes en contact avec des Palestiniens, des Congolais, des Latinos, etc., vous pouvez nous envoyer leurs témoignages, leurs analyses. Vous pouvez aussi faire des vidéos, des animations, des trucs, nous les envoyer, nous poser des questions sur « j'ai vu ça », est-ce que c'est un média mensonge, est-ce que c'est crédible? On essaye de faire un truc vraiment interactif et de répondre le plus possible aux gens, et on vous proposera de faire des choses et de donner des coups de main. On a besoin de traducteurs, on a besoin de gens qui corrigent l'orthographe, ça c'est un grand problème. On a besoin de gens qui établissent des contacts pour chercher de la documentation. J'ai des bouquins en préparation, on cherche des gens pour faire des recherches et des dossiers. Donc là, effectivement, oui, l'Internet libre, c'est la bataille décisive à mener, je pense. Et c'est pas pour rien que, je ne sais plus si c'est Dick Cheney ou Rumsfeld, enfin un des salauds de la bande à Bush, a déclaré qu'il fallait considérer Internet comme une guerre. Et donc, eux sont très actifs pour investir Facebook, Twitter, des sites, des soi-disant experts de ceci ou de cela. Ils sont déjà hyper actifs sur Internet. Enfin, ils ont eu un peu de retard sur nous, mais ils sont très actifs. Et donc, c'est à nous
On a un grand avantage sur Internet, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux qu'eux et on est beaucoup plus motivés, on ne travaille pas pour l'argent, on croit à ce qu'on fait, et donc on est une armée d'informations extraordinaire. Donc si on arrive à prendre conscience de ça et à organiser ça, on va certainement gagner la bataille de l'information. Donc oui, je crois que c'est vraiment, ça a changé le potentiel pour nous. Cuba et ses médicaments et ses remèdes, c'est pas la première fois que j'entends dire à la RTBF ou dans d'autres médias, on ne sait pas, on n'a pas d'informations. Il y a différentes explications à ça. Il y a parfois la routine, la paresse. Il y a parfois aussi le fait qu'on oblige les journalistes à une course pour produire des infos. On les place dans des conditions de travail qui se dégradent et ils sont obligés de fournir des brèves pour Métro, des brèves pour un journal parlé, des brèves pour ceci ou pour cela. Et le problème des médias, c'est leur marchandisation. Ce n'est pas... dans le privé, c'est très clair. Le média n'est pas là pour nous informer. Il est là pour vendre le public à des annonceurs. Ça a été résumé avec cynisme mais clarté par l'ancien directeur de TF1, Patrick Lelay. Notre métier à nous, TF1, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Donc peu importe ce qu'on passe aux gens, l'important c'est qu'ils regardent la pub. Et ça vaut malheureusement dans le privé et de plus en plus dans l'audiovisuel public. Et c'est un grand problème. Je suis pour une régulation de l'audiovisuel public et je pense qu'il faut interdire la publicité. D'abord, elle est nocive. Je veux dire, montrer à des gosses qui doivent consommer du sucre et des saloperies et fabriquer des obèses et gâcher leur vie, ça c'est un crime qui devrait être interdit. Et quand vous analysez les pubs les unes après les autres, je ne sais pas s'il y en a une sur 100 qui a vraiment une utilité. Donc je pense que dans un service public, c'est pas rendre un service au public que de leur passer des mensonges, des attrape-nigauds qui les poussent à consommer des trucs souvent nocifs ou inutiles et à consommer trop. Et on rejoint la première question sur laquelle je vais arriver. Tout ça pour dire que les journalistes sont obligés de travailler trop vite. Et là, on a une grande différence avec notre système à nous. On peut prendre le temps d'enquêter, de vérifier. Moi, j'ai été en Libye, j'ai fait des reportages sur le terrain. Ça prend du temps, c'est pas rentable par rapport à ce qu'on produit, mais c'est une démarche d'information citoyenne. Si on veut la vérité, il ne faut pas se contenter de recopier des agences de presse qui sont aux mains des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne. Il faut aller sur le terrain, il faut écouter les gens, il faut voir la situation sur place. Écouter les gens et pas seulement ceux qui parlent anglais et qui sont disponibles à travers Skype et je ne sais pas quoi. Donc, ça pour dire que ça m'étonne... Bon, je ne suis pas un spécialiste de la médecine à Cuba, mais ça ne m'étonne pas du tout qu'ils aient des avancées parce qu'ils appliquent une autre logique dans la recherche scientifique et médicale. C'est quoi la recherche scientifique et médicale ici en Europe, aux États-Unis ? Un type trouve un truc et vite il le cache. Et il prend un brevet pour que ça fasse du fric. Et la recherche scientifique, c'est le contraire. Avant, ça a toujours été un savant trouve un truc, il fait une communication, tout le monde en profite et on va plus loin. Et à Cuba, quand il y a un type qui trouve quelque chose, qu'est-ce qu'il fait ? Il le partage. Et donc Cuba est un pays pauvre. Et ils sont déjà plus avancés que les États-Unis pour la médecine des yeux et pour toute une série de choses. Tout petits pays pauvres, là, de peu d'habitants, avec plein de problèmes, pas de ressources et un embargo. Ça prouve que c'est une autre logique. Et donc ça ne m'étonne pas du tout, je ne peux pas vérifier cette info-là, mais ça ne m'étonne pas du tout. J'en viens à cette question, est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir avec la régulation des médias publics ? Je suis tout à fait pour. Et je trouve qu'on doit faire une distinction, et en tant que citoyens qui payons l'audiovisuel public avec nos impôts, on doit se battre pour que ce soit le plus possible à notre service. Et ça n'est pas se battre contre les journalistes, mais c'est se battre pour qu'ils aient plus de moyens, se battre aussi contre certaines complicités qui existent, il ne faut pas le cacher, et il faut se battre pour que le service public ait plus de moyens, qu'il échappe à cette logique commerciale,
qu'il n'y ait pas la pub et la censure de la pub. Je vais vous donner des exemples où il y a des publicités de sociétés multinationales européennes, et on ne va pas mettre derrière, évidemment, un reportage qui montre les crimes que cette multinationale commet. Donc ça fait partie. Et en même temps, je pense, on devrait peser et avoir une réflexion pour qu'il y ait une coopération beaucoup plus grande entre le média public et l'information citoyenne sur Internet. Ça m'énerve quand je vois à la RTBF des émissions qui disent « Ouais, sur Internet, il y a des conneries qui circulent, il faut faire attention, il y a des fantasmes, il y a le complot des Illuminati, il y a des trucs délirants sur le 11 septembre. » Ça m'énerve, quoi. À la RTBF, oui, il y a tout ça sur Internet, bien sûr. À cause de quoi les gens tombent dans des fantasmes? Parce que vous ne les informez pas correctement. Donc, il y a aussi sur Internet énormément de choses qui sont plus valables que l'info que vous donnez. Donc, il faut arrêter de faire cette guerre stupide et il faut commencer à réfléchir comment le service public pourrait beaucoup plus s'appuyer sur l'info des gens sur l'Internet. Et ça, c'est un changement de démarche. Je parlais du journaliste qui est Dieu. On ouvre son JT et on va savoir tout ce qu'il faut savoir. Et c'est pas vrai. Quand vous discutez avec le type qui le présente, finalement, il n'en sait rien de ce qu'il a passé. C'est des dépêches d'agence, c'est des communiqués du gouvernement. Il n'a évidemment pas le temps d'aller vérifier, donc il n'en sait rien. La première chose, c'est de le reconnaître et de dire que l'info, c'est difficile. L'info, il faut chercher, il faut comparer les sources, il faut faire des enquêtes, il faut parfois dire « je ne sais pas, on verra demain » et des trucs comme ça. Ça, on n'est pas du tout dans cette logique-là, parce qu'on est dans cette absurde guéguerre commerciale où il faut courir de nouveau pour la pub et battre RTL TVI à ceci ou à cela. Ce n'est pas tout ça un service public. Donc il y a toute une série de choses, mais je ne vais pas les développer maintenant, pour effectivement avoir des médias publics plus corrects. Mais je ne pense pas que c'est la solution, parce que dans la société où on vit, avec les liens qu'il y a avec les pouvoirs économiques et politiques, imaginez que le média public va pouvoir être complètement libre et informer parfaitement et avec des moyens suffisants. Ça, je pense que c'est illusoire. Donc je pense que oui, il faut faire pression pour que l'info soit meilleure là. Mais je m'en tiens à ma première réponse. C'est sur Internet que nous avons les moyens de développer une vraie info indépendante et citoyenne. J'en viens à ce qui était la première question et la cinquième. Sommes-nous complices? Sommes-nous complices parce que nous consommons des trucs qui sont fabriqués avec les ressources naturelles dont ces pays-là ont besoin? Il y a différents aspects à la question. Et en 2-3 minutes, je vais essayer de ne pas être trop schématique. C'est une question importante sur laquelle il faut réfléchir, mais je vais donner quand même 2-3 éléments. Premièrement, le problème avec les ressources de l'Afrique, de l'Amérique latine ou du monde arabe, c'est pas qu'il y a un commerce avec ces ressources. Le problème, c'est qu'elles sont volées, on ne les paye pas. Chavez a utilisé l'argent du pétrole, Evo Morales utilise l'argent du gaz dans un commerce international plus honnête dont ils ont imposé les conditions, et ça fait du bien parce que l'argent du pétrole sert à fournir des profs, des médecins, un job à plein de Vénézuéliens. Idem pour ce que fait Evo Morales avec l'argent du gaz. Il a créé un salaire minimum, des retraites, il a abaissé l'âge de la retraite, les gens vivent mieux grâce à ça. Donc le problème n'est pas si on consomme ou pas, le problème c'est si les ressources sont volées par les multinationales ou pas. Ceci dit, et donc de ça, effectivement, on est complice si on ne fait rien, mais la question est d'informer sur les crimes de nos multinationales. Et ça, c'est le problème des intellectuels européens ou qui vivent en Europe. On est beaucoup trop à faire la leçon, les Africains doivent faire ceci, les Arabes doivent faire ça, les Latinos, ils doivent prendre un président plus, je ne sais quoi, que Chavez, etc. Arrêtez de leur donner des leçons et de dire, arrêtons de leur donner des leçons et de dire ce qu'ils doivent faire. Laissons-les faire, laissons-les se débrouiller, balayons devant notre propre porte et disons partout quels sont les crimes que nos multinationales commettent. Ça va aider les pays du Sud à mieux s'en sortir. Donc voilà, je crois que, après, bien sûr, vous avez évidemment raison sur le plan du consumérisme, qu'on nous pousse à consommer trop de trucs inutilement chers, qui se détraquent volontairement. Je veux dire, dans quel système on vit où des multinationales
payent des ingénieurs pour imaginer la panne qui fait que leur produit va se détraquer après 5 ans et qu'on doit remplacer la bagnole, la machine à lessiver le linge ou l'ordinateur. Alors que tous ces trucs-là pourraient durer 20 ans. Et dans quel système on vit, quoi? Donc ça, évidemment, il y a tout le problème du consumérisme. Je ne suis pas pour vivre comme des moines. Le progrès, c'est bien, mais c'est clair qu'on est dans un système qui nous pousse à gaspiller, toujours à cause de la question du profit. Ils ne peuvent pas se contenter de nous vendre les trucs dont nous avons besoin et de nous aider à les réparer, de les remplacer quand vraiment ils sont fichus ou qu'il y a vraiment une nouveauté intéressante. Ils sont obligés de nous obliger à consommer de plus en plus, parce que leur taux de profit, il en dépend. Je lisais là l'autre jour que c'était un drame, parce que l'année passée, on avait vendu un peu moins d'ordinateurs que l'année d'avant. Ça y est, l'économie est foutue. Mais quoi? Où est le drame là-dedans pour un esprit rationnel? Bien. Et c'était évidemment dans ma drogue du matin, que dans les pages roses, que je lisais ça. La dernière question. La guerre, c'est pour des raisons économiques. Nous le savons et on ne fait rien. C'est intéressant parce qu'avec notre petite équipe, on a fait ce qu'on appelle des vidéos-trottoirs. On va dans la rue et on interroge les gens avec toujours les mêmes questions et on pose les mêmes questions à tout le monde pour avoir vraiment un peu le thermomètre et donc on n'essaie pas d'influencer. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'on fasse des vidéos-trottoirs sur telle ou telle guerre, qu'est-ce que les gens savent, etc. Alors c'est fascinant parce que vous avez évidemment différentes catégories de public, différents types de réponses, mais on retrouve des constantes. Et alors c'est très fascinant. À la première question, peut-on faire confiance aux médias? Non. Ça, c'est vraiment devenu une tarte à la crème. Je me méfie des médias, de la télévision, etc. Après, on pose des questions sur une telle ou telle guerre précise, ou sur Israël, ou sur ceci ou sur cela. Et on voit que les gens qui ont dit qu'il ne faut pas faire confiance aux médias répètent ce qu'ils ont vu à la télé et tombent dans le panneau. Donc, ça montre que nous devons analyser pourquoi et comment ils tombent dans le panneau. Et après, on a aussi souvent... Alors c'est intéressant parce que nous les piégeons un peu, les gens, et nous nous arrangeons pour leur poser des questions, où dans la question, dans la deuxième partie, on leur amène des infos qu'ils n'ont pas eues et qui en fait flanquent par terre ce qu'ils pensaient au début. Et alors c'est intéressant parce que vous voyez dans leurs yeux qu'ils sont en train de réfléchir, ah oui, ça je ne savais pas, ah oui, mais ça change tout. Et donc on voit bien, et les réponses qu'ils donnent à la fin ne sont pas les mêmes qu'au début. Et c'est intéressant parce que je crois que ça montre que les gens, ils sont perdus par rapport aux médias, ils se méfient, mais ils ne savent pas quoi faire. Et ils sont découragés. Et donc je crois que c'est très important, moi je vous encourage à faire le même genre de choses, à faire des enquêtes, à discuter avec les gens autour de vous, à voir sans essayer de trop influencer, comment les gens y croient encore aux médias, ils n'y croient pas, pourquoi ils y croient qu'il n'y a rien moyen de faire. Et ça, c'est une base de réflexion très intéressante, parce qu'il est évident qu'il y a moyen de faire. Et je crois que nous devons arriver, et c'est ça en tout cas l'objectif d'Investir Action, c'est dans notre charte de base, on veut aider à développer un mouvement citoyen pour l'information. Je ne sais plus qui a dit que l'économie c'était trop important pour la laisser aux seuls économistes, et l'information c'est trop important pour la laisser aux seuls médias. Et donc on doit arriver à créer un mouvement citoyen pour l'information et impliquer les gens à tous les niveaux, selon le temps qu'ils ont, qui se rendent compte que quand on leur ment, eh bien, c'est contre eux aussi et qu'ils ont vraiment intérêt à savoir. Et donc voilà un peu la réponse que je vais donner pour ma conclusion définitive là, de la soirée en vous remerciant. Je pense vraiment que l'information, c'est fondamental. Les guerres sont basées sur l'ignorance. La politique des multinationales qui maintient la pauvreté et le pillage des ressources est basée sur l'ignorance. Si les gens savaient, ça s'arrêterait. Et donc vraiment, on a cette responsabilité énorme d'organiser nous-mêmes l'information là où nous sommes, de nous former. Donc faites bien vos études, bossez à fond, apprenez des trucs, échangez, et puis surtout, allez dans la vraie vie, et apprenez sur le terrain avec les gens, allez dans des pays, allez en Palestine, allez au Congo, allez voir la merde dans laquelle les gens vivent, allez voir les souffrances, écoutez-les. Alors on doit beaucoup se méfier de donner la leçon, écoutez-les, vous allez apprendre énormément, et si vous pouvez alors exprimer tout ça, traduire tout ça,
et j'insiste d'une façon simple, compréhensible pour l'ouvrier, pour la ménagère, pour le lycéen qui ira jamais à l'UNIF, si vous arrivez à expliquer tout ça, vous allez vraiment aider à mener la bataille contre l'ignorance et pour un monde meilleur. Je vous remercie.